Les grosses têtes, Philippe Bouvard vous propose le meilleur des grosses têtes. Vous saluent bien bas et vont essayer de viser un peu plus haut. On l'imagine mal, même dans 20 ans, calmé, assagi, la boutonnière fleurie et maire de son village, Jean-Jacques Perroni. Avec l'onctuosité d'un prélat, il cherche des crosses à tous les politiciens, Jacques Maillot. Veuf d'un CRS prénommé Maurice, il continue à susciter des passions dévorantes dans le milieu des non-voyants, Philippe Castelli. Dans la poitrine de ce cabot qui a la taille d'un labrador et l'agressivité d'un pitbull bat un cœur de Saint-Bernard, Jean-Pierre Coff. Tout ce qu'il touche devient de l'or, sauf quand il fait ses ablutions, Jean-Claude Brialy. Et puis notre invité d'honneur, qui constitue un cas dans le monde de la télévision et du showbiz, qui lui doit beaucoup, puisqu'elle a réussi à écrire un livre de 215 pages, merci les artistes, sans dire du mal de qui que ce soit, Mariti Carpentier. Est-ce que la télévision d'hier était de meilleure qualité que la télévision d'aujourd'hui? Je vais avoir l'air sympathique si je dis, mais en fait, oui. Oui, meilleure. Oui, je trouve. Ouais. Enfin, évidemment, vous étiez là il y a depuis longtemps et que ça continue à être formidable. Ça, d'accord, mais... Non, mais elle était peut-être plus nouvelle parce qu'on n'avait pas tout fait comme aujourd'hui. Hein, il y avait encore des choses à inventer. Il y avait des choses à inventer et il y avait un vivier extraordinaire d'artistes qui ne sont peut-être plus là. Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où il n'y avait que 2 chaînes? Bah, bien sûr. À l'époque, il y avait l'indice d'écoute et l'indice de satisfaction. Ah, oui. Avec ça, si on avait sa moyenne du mois, on était peinard, il n'y avait pas de problème. Ah, moi, je me souviens du temps encore plus béni où il n'y avait qu'une chaîne, où on nous regardait, où on allait se coucher. Ah, c'était formidable. Ça. Non, mais quelquefois, on faisait 20 millions de clients, c'était incroyable. Ah oui. Oui, on pouvait à ce moment-là. Que pensez-vous des producteurs actuels qui sont aussi présentateurs et des présentateurs qui assurent la production? Quand ils ne font pas perdre trop de temps pour leur maquillage et leur éclairage, je les trouve bien. Oui, mais vous n'avez jamais voulu passer de l'autre côté non, de la caméra. Et Gilbert, votre mari, non plus. Non plus, c'était pas notre truc. Est-ce que ça n'est pas lassant de dire toujours du bien de tout le monde? Si, mais j'ai évité de dire du mal en n'en parlant pas du tout, comme ça c'était plus simple. Le coup du mépris, quoi. Un petit peu. Et si au lieu d'avoir aimé les artistes, vous aviez aimé les animaux, vous auriez fait une carrière d'éleveur? Sûrement pas. Non. Non. Non, parce que vous, et là je parle sous le contrôle de Jean-Claude Brialy, qui a souvent travaillé avec vous, vous les avez vraiment dorlotés, chouchoutés, vos artistes. Hein. Oui, mais ce que dit Mariti, c'est vrai, c'est que on pouvait demander à Brassens de chanter une chanson autre que une des siennes. On pouvait demander à Charles Aznavour de chanter en duo avec une chanteuse. Enfin, il y avait une disponibilité et pas un marketing absolu. Et puis, il y avait des grandes vedettes qui se prêtaient à jouer des sketchs. Mariti a fait jouer au théâtre, Sylvie Vartan a fait jouer Sheila, a fait jouer... Enfin, oui, c'est-à-dire que les chanteurs jouaient la comédie, que les comédiens chantaient, tout le monde faisait des duos, des trios, des sketchs, des danses. On était poupouniers. Oui, quand on arrivait, on était pris en charge et on était aimés. Et puis on ne vous demandait pas des choses extravagantes, on travaillait beaucoup parce que c'était des émissions
qui demandait beaucoup de travail, aussi de l'argent, mais les directeurs de chaîne étaient confiants, c'est vrai que ça avait une audience incroyable, et que je me rappelle Michel Sardou, qui m'a demandé de l'aider pour faire un show, il me dit, toi qui sais tout, qui connais tout, dit-il avec moquerie, tu n'es pas capable de me faire ce cadeau, c'était un show de Marie-Thérèse Gilbert, pour Noël. Il me dit, est-ce que je pourrais avoir 5 personnes dont je rêve? Alors je lui dis, écoute, on va essayer, je ne peux pas parler avec Elisabeth Tessier, mais il voulait avoir Ornella Muti, Louis de Funès qui ne faisait jamais de télévision, Lino Ventura qui ne faisait jamais de télévision, Liza. Romy Schneider et Liza Minnelli. Et Liza Minnelli, qui est une amie, était à Paris par hasard, donc on a pu la choper. Alors elle passait dans le studio et elle disait, elle me disait, oh Jean-Claude, tu es content? Elle ne savait pas qui était Michel Sardou dans le sketch. Romy Schneider, on lui offrait des bouquets dans sa loge, elle était embrassée Michel sur la bouche. Et puis Lino Ventura était il visionnait les choses, il trouvait ça très mauvais, il râlait comme un fou. Est-ce que je peux dire quelque chose sur Lino Ventura? Lino Ventura m'avait dit, vous savez, vous êtes gentil, mais je déteste la télévision, ça me rase, on attend des heures pour dire 3 mots qu'on coupe ensuite. Vraiment, je n'ai pas envie. Je lui ai dit, mais si vraiment tout est prêt, que vous avez juste à dire votre phrase et à partir, je vous jure que vous n'attendrez pas. Il me dit, bah, vraiment, c'est parce que c'est Aznavour et que j'ose pas vous refuser, mais vraiment, ça me rase. Et il arrive, et je m'étais donné un mal de chien, si bien que quand il est arrivé, on a dit moteur, il a dit sa phrase, et je lui ai dit, merci beaucoup, c'est parfait. Il m'a dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma journée? Je vous avais pas. Alors, vous aviez Marie-Thérèse Carpentier dans votre équipe, valeureuse, hilarante, un garçon qui nous est très cher, qui est Jean-Yann. Ah oui. Alors, je vais vous permettre de réentendre Jean-Yann grâce à une de ses anciennes prestations aux grosses têtes. C'est Moïse, il a sa boutique dans la rue d'Aboukir, et puis le soir il rentre avec sa femme en voiture, et puis ils prennent la rue Saint-Denis. Et dans la rue Saint-Denis, il y a évidemment beaucoup de prostituées. Alors la femme, elle dit, je me demande vraiment ce que les hommes trouvent dans ces femmes-là. Alors il dit, mais c'est des professionnels, Sarah. Alors elles savent faire des choses. Oui, mais qu'est-ce qu'elles font qu'on peut pas faire, nous, les femmes? Elles font des choses, ils se mettent des costumes. Il dit, mais moi aussi, je peux me mettre un costume. Oui, mais elles ont des mouvements. Il dit, mais moi aussi, je peux faire des mouvements. Puis elles ont des trucs qui plaisent à l'homme. Qu'est-ce qu'elles font qui plaisent à l'homme? Par exemple, au moment de l'amour, la fille professionnelle, elle geint. Comment elle geint? Oui, elle geint. Alors, l'homme, il est sur elle, et puis alors il s'excite, et puis elle geint, alors ça lui plaît, elle geint. Je dis, moi aussi, je peux geindre. Il dit, ce soir, si tu veux. Alors le soir, ils sont dans la chambre, et elle arrive, ça là, elle a des jarretelles et tout, machin, elle se couche et tout, lui il se met contre elle et tout, et puis elle fait des mouvements comme ça, alors elle dit, et puis il la prend, évidemment, il dit, il faut que je geinde maintenant. Il dit, non, je geinde pas tout de suite, attends un peu, je te dirai quand il faut geindre. Alors, quand il commence à la posséder, il dit, maintenant, je dois geindre. Non, il dit, attends un peu, que je te dirai quand tu dois geindre et tout. Alors, il continue encore, il dit, maintenant, je peux geindre. Non, il dit, je te dirai, au moment où tu dois geindre. Il dit, vas-y, non, vas-y, geins. Il dit, oh, j'ai pas payé le loyer. Du charme, c'est drôle. C'est formidable que 20 ans après avoir été raconté pour la première fois, une blague fasse toujours autant rire. Hein? Ça, moi j'en ai une. Oui, moi je suis pas sûr qu'elle fasse rire dans 20 ans, ni même tout de suite. Enfin, allez-y. Voilà. Monsieur et madame déjeunent. Il est bon ton poulet, ma chérie. Qu'est-ce que tu as mis dedans? Ben rien, il était déjà plein. Affligeant, mais sans doute vécu, hein. La première citation de Madame Roger de Dieppe, je l'ai choisie, Marie-Thérèse Carpentier, parce que elle évoque ce milieu du showbiz que vous décrivez dans Merci les artistes. Qui a dit, aujourd'hui, une grande partie des pétasses qui chantent en remuant leur cul n'ont rien inventé, et cette salope de Madonna s'est contentée d'utiliser mes trucs. C'est pas Chirac, quand même. Non, non.
C'est pas Monseigneur Lustiger non plus. C'est un chanteur, ça, non? C'est vous qui le dites, hein, que c'est un chanteur, mais cette personne chante. Français? Je crois pas. Mais enfin, parlant admirablement notre langue. Peter Ustinov. Non. Bon. C'est un petit gros avec des lunettes? Non, c'est une personne charmante et c'est vrai que... Qui vit toujours? Et qui vit toujours. C'est Jane Birkin? Non. Non, et qui a certainement eu sa part dans la façon d'onduler sur scène en chantant. Ah ben Gilles Bardot. Non. Mais elle n'est pas française, vous l'avez dit. C'est ça. Je pense qu'elle a un passeport britannique. Alors c'est qui? Pétula Clark? Non. France Gall? Non. Céline Dion. Non. Mais pensez que c'est une personne extrêmement sexy et qui met en valeur tous les C'est pas Amanda Lear. Si, c'est Amanda Lear. Bonne réponse de Marie Carpentier. Ah ouais, mais là, elle peut pas blairer Madonna, hein. Ah bon? Ah oui. Bah, ça ressent. Oui, Elles ont le même rôle, quoi. Oui, enfin, quoique elle rebondit en ce moment, Oui. elle fait une carrière internationale, Oui. Amanda, hein. Elle le mérite, elle est drôle. Oui. Elle revient d'ailleurs parmi les grosses têtes dans quelques jours. Elle est sympa. Et ça nous fait très plaisir parce que c'est un bon copain. Alors. C'est pas fille. C'est bas. Ça, c'est pas si bas que ça. Eh ben, je l'ai eu souvent, Amanda, là, à côté de moi. Oui. Elle est très Elle gentille. t'excite. Elle est excitante, elle est gentille. Elle est belle. Et quelqu'un de méchant disait, il faut lui mettre une broche pour savoir où elle devant derrière. Ça, c'est des méchants. Elle a beaucoup d'esprit. Absolument. Et de culture. hein. Oui, Et de puis elle vive, elle culture. est drôle. Elle est sympa, gentille en plus. Mais Castelli l'emmènerait bien en Meurice, si j'ai bien compris. Il y aura peut-être des surprises. Toujours vaillant, le vieux Poirot. Hein. Nous allons procéder comme d'habitude à une revue de l'actualité sur laquelle d'ailleurs vous avez, Mariti Carpentier, votre mot à dire puisqu'il s'agit de l'image que donne aujourd'hui aux téléspectateurs l'actuel Premier ministre Lionel Jospin. Voilà. Il y a un grand article qui dit Jospin handicapé de l'image. Oui. Mal fagoté, Oui. terne, pas assez émouvant. Bref, il lui manque le métier que réclame le régime que nous vivons et qui est la télécratie, puisque... C'est vrai qu'il gagne à être connu. Parce que quand on le voit comme ça à la télévision, on a l'impression d'un instituteur qui est devenu proviseur. Il a un côté comme ça, un peu solennel, un peu explicatif, un peu emmerdant, quoi, protestant, chiant. Et quand on le connaît dans la vie, moi je le connais pas, je suis pas intime avec lui, mais il est venu un jour au théâtre chez moi, puis après on a dîné ensemble, et j'ai trouvé un homme ouvert, drôle, généreux, sensible, enfin, plein de charme, qu'on ne peut pas soupçonner. Ah, vous l'avez trouvé plein de charme. Ah oui, je sais pas, dans la vie, on était simple Oui. avec l'acteur. Il y avait sa femme qui était là. Oui, qui est intelligente et Oui, qui s'occupe oui. bien de lui. On va l'habiller mal. Alors justement... Non, il est bien l'été, je trouve. ça. L'été, il ose la couleur. Là, il y avait Oui. une photo de lui, là, un Allez, Bermuda allez, doré. bleu, De qui vous une parlez, là? chemise rouge. On parle de Jospin, Pépère. Il pense qu'on parle de Pierre Laval. C'est là-bas. C'est encore un peu sous l'occupation. Tu sais que le président Ramadier est mort. Non, mais il est trop gris l'hiver. Il est gris de la tête aux pieds. Alors justement, on lui fait le reproche d'abord de porter des cravates qui sont inadaptées à la fonction, et ensuite des costumes de lin qui lui donnent l'air de sortir du lit. C'est vrai parce que le lin, Oui, ça se froid. passe. hein, Oui. oui. Et d'autre part, il refuse d'aller s'habiller chez un tailleur sur mesure. Ah oui, faut Ah oui, c'est Tati. Ah oui, ça se sent. Il doit aller chez Borgnol et Roblot parce que c'est pas possible, il est gris comme ça. C'est gris, oui, c'est gris. Il est tout gris, ce garçon. Oui. Alors, il faudrait à la fois le ressaper de fond en comble, lui donner des... peut-être. Comment Oui, leur coiffer. Leur coiffer. Ouais. Et monsieur Aflou devrait lui donner des lunettes qui ne lui font pas des gros yeux. Ah oui. Peut-être, oui, parce qu'il a des yeux de hibou. Ah, il hein. a des yeux de chouette, oui. Quand il se met en colère, parce qu'il se met en colère, il est... Mais alors, il a des mains particulièrement véloces. Je sais pas si vous Oui, avez il remarqué. bouge beaucoup les mains. Sa femme ne s'en plaint pas.
il faudrait peut-être aussi qu'ils prennent le des costume de Jacques leçons. Chirac. Non, au départ, Jacques Chirac, il n'était pas bien habillé non plus. Vous trouvez qu'il est bien habillé maintenant? Non, mais enfin, Oh, c'est mieux, c'est mieux. avant c'était le bodygraph. depuis qu'il se fait- Non, il est classique. C'est-à-dire que Chirac et Jospin, c'est le contraire. Il y en a un qui est mieux l'été et l'autre l'hiver. Ouais. Parce que Chirac l'été, c'est pas terrible. Oh non. Eh ben, Le Bermuda avec les il chaussettes enlève- et les Attendez, mollets. attendez, il a entendu vos critiques puisque maintenant il se balade tout nu. Non, mais il doit depuis- faire de l'alternance. Oui, depuis 6 qu'il mois l'été, 6 mois l'hiver. Oui, c'est ça. Voilà. Marseille, t'es pas bien élevé. Ah, bah, une certaine recherche, mais populaire, mais quand même. oui, Ah oui, oui, oui. Bon, enfin, est-ce que vous trouvez que Bayrou est bien habillé? Ah non, Ah non, mais ça, il va être pas. habillé pour l'hiver, t'inquiète pas. Et Madeleine. Non, mais Bayrou, tu Ben peux pas. Madelin, il a pris le Ah bah lui, sans cravate. oui, c'est le côté jeune jusqu'à la fin. Le hein. dynamisme. C'est le jeune qui va s'habiller au vieux campeur. Le plus élégant, c'est Giscard. C'est garçon coiffeur, Madeleine, quand même. Hein. Ouais. Non, mais il a- Giscard, vous le trouvez bien Ah, il habillé? fait chic. Ah oui. Ah oui. Tout à fait. J'ai toujours des petites chemises, vous savez, avec brodé avec Gilles. Non, le plus élégant, c'est Balladur, ça c'est vrai. Ah oui. Ah, ben, Ah, les chaussettes de baladure, ça c'est fabuleux. Ah, des chaussettes de cardinal, hein, toutes rouges. hein. Ouais. Et le double menton, je sais pas qui lui a taillé ça, mais c'est magnifique. C'est sublime. Pareil, qui porte des caleçons anglais. Ah bon? Oui. Il porte à gauche alors. Je ne sais pas. Et Mais surtout, comment il porte des caleçons anglais? J'espère que son caleçon est assorti à sa chemise quand même. Voilà. et surtout il a des vestes de vieux tweed Ah oui. avec des pochettes de soie comme il est le seul aujourd'hui à en porter. Et oui, ça n'emporte plus de pochette aujourd'hui, c'est très curieux. C'est dommage, c'était joli la Ah ouais. pochette. Oui, c'était hein. joli. Ça aide bien. que Il y en a qui est très élégant mais qui n'est pas un politique, c'est Jean d'Ormesson. Ah oui, Mais oui, mais il est beau, il a des beaux yeux aussi. oui, ah, il a des yeux assortis à ses cravates, Mais ou oui. c'est le contraire, je sais Ouais. plus. Les grosses têtes qui accompagnent Philippe Bouvard aujourd'hui sont Jean-Pierre Coff, Philippe Castelli, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot aussi, Jean-Claude Brialy et l'invité d'honneur, Mariti Carpentier. Au chapitre des élégances, enfin, ou assimilées officielles, j'ai sous les yeux une photo des deux princes de Monaco, Albert et Régnier, qui sont côte à côte lors d'une messe célébrée à la mémoire de la regrettée princesse. Et ils ont dû trouver une pièce de 20 mètres de tissu parce qu'ils sont habillés exactement de la même façon. Hein. oui, exact. Alors ça, c'est pas très élégant quand toute une famille est habillée avec la même étoffe. Ils sont hein. tombés sur un lot là. Oui, là, il y a une affaire. On doute. Bébert a l'air engoncé. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à Jospin pour lui donner des leçons de diction? Tous les chefs d'État et les premiers ministres ont eu des conseillers audiovisuels. Oui, non, Même mais le bien général sûr, de mais Gaulle. il ne ferait que dire cheese bien régulièrement, ça lui ferait déjà du bien. Cheese. Bredouille, hein. Maintenant, il bredouille, on sent qu'il est un peu... Le général de Gaulle, c'était Jean Yonel qui lui avait... Ah oui, le doyen de la comédie Oui, française. qui l'avait aidé oh, il s'exprimait bien, le général, mais enfin, pour le... Et qui est-ce qui a donné des cours de diction à Michel Rocard? Gaston Defer. François Lui-même Sagan. formé par Darry Cole. Peut-être François Sagan. Oui, ou Françoise Sagan. Oh, pauvre Françoise, elle n'est pas bien, elle n'a pas pu aller au tribunal. Là, Oh, ouais. Oh, Elle s'est trompée de ligne de métro. Mais, non, mais toutes les vous avez remarqué, chaque siècle, il y a on torture des grands écrivains, puis quand ils sont morts, après on leur fait des statues. Verlaine, Balzac, on les a emmerdés toute leur vie. Et là, c'est François Sagan qui a quand même du talent, qui a porté la France dans le monde entier, et là on l'emmerde pour des histoires. En plus, ça fait pas les affaires de Total qui lui avait versé des sommes importantes parce que il pouvait quand même là dire 4 au millions moins de de temps en temps on fait une bonne action. Ouais, total 4 millions de francs, qu'est-ce que c'est? Rien. 400 millions d'anciens francs. Bon, et ça fait combien de pleins pour un automobiliste ça? Ça c'est vrai. Bon, Et ça fait combien en euros? on n'en est pas là. On va avoir des problèmes avec l'euro. Hein, Monsieur Coff? Moi, j'ai acheté ma calculette. Ah oui? Pourquoi tu l'as acheté? Il les donne. T'es con, toi? Ah, c'est toi qui l'as acheté? Ben oui, parce Ils n'en ont que, vendu qu'une. parce que Family, c'est un pourcentage.
Une exposition en hommage à un de vos fidèles, Mariti Carpentier, Johnny Hallyday. C'est dans une île, l'île Molène, qui est située au large de Brest. Qui voit Molène, voit sa peine. Qui voit Weston, voit son sang. Qui voit le pouldu. Et là, il y a quelques fans de Johnny qui ont réuni tous les objets collectionnés depuis 30 ans. Il y en a 3000. Oh la vache. Et ça va faire l'objet d'une vente publique. Pas de musée. Bah, c'est une collection, alors là, c'est pas gentil pour Johnny qui appartient à un antiquaire. Oh, ça c'est pas gentil. Il y a plein de choses, ses premières guitares, des photos, des affiches, des billets de concert, des sous-vêtements qu'il a portés, enfin... Ah, qu'il a porté. Son uniforme quand il était militaire, vous vous rappelez? Moi, je suis une inconditionnelle de militaire Johnny. en Allemagne. Oui. C'était une époque de la carrière de Johnny. Il a fait un très bon service. Oui. il paraît. Oui. Ah bon? Il n'a pas fait près d'un poil. Quoi? Près d'un poil? Oui, faire son service près d'un poil, c'est-à-dire être planqué. Il a toujours la bonne expression, hein, C'est une vieille celle qu'on expression. comprend pas. Oui, c'est une vieille expression de la guerre de 70, vous voyez. Et c'est reparti jusqu'à 18h. Philippe Bouvard, avec Jean-Pierre Coff aussi, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean-Claude Brialy, Philippe Castelli et l'invité d'honneur, Mariti Carpentier. Deuxième citation, elle nous est soumise par Madame Fontaine, qui a dit « Des imprudentes ont envoyé paître leur soutien-gorge en oubliant que les saints obéissent aussi à la pesanteur. » Bon. Une dame ou un monsieur? Un monsieur qui est mort il y a quelques années, à peine d'ailleurs. Français? Il écrivait merveilleusement le français, il était de... Julien Grimm. Non, il n'était pas d'origine française. Sioran? Sioran. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et puis une question sexuelle, mais correcte, hein. Question de Madame Léger de Reims. Question de Madame Léger sur le sexe, on va se marrer là. En musique, quand oppose-t-on une partie mâle à une partie femelle? Bon, je vais faire du courrier, donner des coups de fil, je reviens, vous réfléchissez? C'est dans une portée, forcément. Non. En musique, on mettrait un mâle dans une femelle. C'est-à-dire que pour produire le son désiré... C'est l'embouchoir d'une clarinette. Non. C'est pas les pistons de la trompette? Non, on réunit la partie mâle et la partie femelle. C'est un instrument avant? Non. À cordes? Non, c'est les Non. dames qui sont d'un côté, les hommes de l'autre. Ça relèverait plutôt des percussions. Ah bon? Ah bah Les c'est les cymbales. cymbales. Les cymbales. Non. Le triangle? Non. La grosse caisse. La grosse caisse, la batterie. Non. Le Charleston, il fait comme ça? Le xylophone. Le xylophone. Non. Ouais. Non, mais il y a vraiment une partie mâle qui s'emboîte dans la partie femelle. Hein. C'est la finalité de l'instrument. Et ça fait du bruit genre floc-floc ou ding-ding? Ça fait floc-floc quand c'est pas très bien joué, oui. Autrement, c'est un son un peu plus gratifiant. C'est comme une cloche? Non. Mais il y en a dans les orchestres classiques ou pas? Non, c'est assez folklorique. Tambourin? Non, on se rapproche un petit peu, mais c'est pas le tambourin. Les castagnettes? Les castagnettes. Ah. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Vous avez la partie mâle, El Macho, ce que vous êtes, messieurs, qui doit rencontrer la partie femelle, la Lambra. Et voilà. On dirait castagnette du tiroir. Question de Monsieur Clément d'Amiens. Dans certaines tribus africaines, que font les hommes pendant toute la grossesse de leur femme? Il va se coucher. Oui. Ils gardent le lit. Il chauffe. Alors que la femme travaille jusqu'à... Il y a intérêt. Il chauffe le lit. Et encore, c'est différent. Il le faut entre deux grossesses de la femme. C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Alors, au moment où un salarié français vient d'être licencié, et avec l'agrément de la justice parce qu'il portait un bermuda durant ses heures de travail, le gouvernement thaïlandais invite les travailleurs à venir au bureau en chemise afin d'économiser l'énergie dépensée par les climatiseurs. Vous voyez, hein, la différence et aussi de mœurs. Sans pantalon. C'est Rick Azaraï qui va au boulot. Oui. Sans chemise. Sans pantalon.
Vous vous souvenez de Rick Azaray? Oh, bah, oui. attendez, elle ressort un remix de tous ses tubes en ce moment. pense bien. Remix techno. La reine de la cuvette, on s'en rappelle. Ah, elle a eu plus de cuvettes que de tubes dans sa Il carrière. revient à hein. l'assaut devait revenir au théâtre. Ah oui, Mais ils l'ont essayé, ils l'ont laissé où elle était. c'est vrai. Oui. mais j'ai plus d'histoire. Ah, enfin, J'en ai plus. c'est vrai. J'ai regardé, mais... Non, ça c'est celle que j'ai jetée. Oui, mais... Ah ben non. Tu tires ta langue. On voit bien les capres. Oh, il va se faire, mais... Il est bête, ce mec. Et il mouille son doigt comme un vieux caissier. Ah, hein. oui, oui, oui. Parlons d'Elton John. Dans les Alors, bistrots, on l'appelle pailleton jaune. il trouve les femmes séduisantes Ah, c'est autre chose. et dans une interview très intime qu'il a donnée au journal britannique The Sun, il dit que Ça aurait dû être The Moon pour lui. ses dernières relations sexuelles avec une femme remontent À Jésus-Christ. voilà, 13 ans, lorsqu'il était marié avec Renate Blauel. Il a été marié avec une dame. Qui était docker au port de... Et que c'est les femmes qui trouvent les plus sexy actuellement sont Julia Roberts. Et Albert de Monaco. Arrête-toi. Oui, c'est vrai. Nicole Kidman et Liz Hurley, ce qui prouve quand même qu'il a bon Ah, goût, Lise hein. Hurley, ah oui, oui, Lise Hurley. Oh là. Vous connaissez son épouse actuelle qui Ah, Michel est Tailleur, c'est pratique, les hurlés. qui s'appelle David d'ailleurs. Vous connaissez, non? Non. David. Voilà. Ils ont échangé des anneaux. Avec David? Oui, en guise de fidélité. Enfin, ils sont mariés en Ils quelque sont pas sorte. paxés. Quand les anneaux sont là, la tringle n'est pas loin. Oh. Je parlais des rideaux, je parlais des rideaux. Tout à fait. Mais là, on dit, c'est le contraire de la règle du pluriel habituel, on dit un anneau des annales. Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est une maxime de Pierre Bouchara. Et puis alors, ça c'est formidable et ça va faire plaisir à tous les seniors qui nous écoutent. C'est pour toi, Castelli. Il y avait des mamies qui voulaient faire le bien autour d'elles en Australie et puis qui n'avaient pas d'argent. Alors, elles ont imaginé de poser nues pour illustrer un calendrier. Ah, oui. Euh, Les joueurs de rugby. Oui, exactement. comme les Mais il y a pompiers. des commerçants en France Oui, qui l'avaient fait, oui, ça avait oui, très bien tout à fait. marché aussi. Oui, oui, oui. Alors, ce sont quand même des dames dont la plus jeune a 65 ans et la doyenne 92 ans. Ah, c'est pour toi, Philippe. Et c'est pour moi surtout. Eh bien, on en a vendu des milliers d'exemplaires. On est obligé de retirer, pas les dames, mais le bouquin. C'était une photo floue. Alors, elles sont vêtues seulement de bijoux et de chapeaux. Et elles ont été surprises, enfin entre guillemets, dans des positions qui permettent de bien mettre en valeur leur charme, par exemple en train de tricoter dans leur cuisine ou de pousser l'aspirateur. Mais nous, on pourrait pas faire ça aux grosses têtes, le calendrier des grosses têtes. Vous seriez À poil. bien à poil devant. C'est pas impossible. Non, Alors- tout nu, vous n'aimeriez pas? Avec une petite pancarte sur la zigounette Et en vous- solde. Avec tous vos bijoux. Les bijoux de famille sont restreints, hein. Ou alors sur le J'aime Bouvard, sur la zézette. Ah oui, Voyez. Au repos, ça serait. Bien sûr. Ah, parce que en Ah, parce que- action, ça serait j'aime beaucoup Bouvard et ses camarades sur RTL. Ah bah oui. Invité d'honneur aujourd'hui, Mariti Carpentier. Au bout du fil, quelqu'un que vous connaissez, Mariti Carpentier, qui est Pierre Tchernia. Bonjour Pierre. Bonjour Philippe, bonjour tous les amis qui sont là, avec qui je serais heureux de déjeuner tranquillement. Alors, j'ai pris la liberté de vous appeler, je vous remercie de me répondre, parce je que vous remercie de me vous voyer, monsieur Bouvard. Ah ben, vous savez, il faut pas laisser à penser qu'il y a eu quelque chose de sexuel entre nous, hein. Ah, encore un. Parce que vous êtes devenu, mais depuis 3 ans, et là vous rééditez cet exploit, en quelque sorte, Monsieur Antigrippe, hein. Oui, bien sûr. Ben, c'est très simple, c'est la première fois que je fais un film publicitaire. On m'a demandé de parler de ça, qui est une chose extrêmement importante.
Et moi, je me vaccine contre la grippe depuis de très longues années. Quand vous dites je me vaccine, vous faites ça vous-même? Je le fais moi-même, oui. Ah bon, vous prenez alors une seringue, non? Oui, oui, c'est très simple. comme... C'est plus rien du tout. C'est exactement comme le dentiste. Quand j'étais enfant, c'était épouvantable ce qui se passait avec un dentiste. Et on avait mal, on avait peur, on avait raison d'avoir peur. Mais là, une piqûre, les aiguilles sont d'une finesse exquise. Ah oui, j'en parlais avec Richard Virenque l'autre jour et il me disait on sent plus rien. Il y a Jean-Pierre Coff qui veut vous poser une question. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour mon chéri, tu vas bien? Mais pas mal du tout. Dis-moi, je voulais t'appeler pour te poser la question suivante. Dans le bouquin, le dernier bouquin de Carmet, là, il y a une allusion à une bouteille de champagne Salon. Oui. Et je voudrais que tu me racontes l'anecdote, parce que je la connais pas. Eh bien, c'est une histoire qui a duré de longues années entre Jean et moi. C'était ça exactement. Un jour, je vais dans une manifestation et on me fait cadeau d'un magnum de champagne Salon que je ramène chez moi, que je mets au frais. Et quelques jours plus tard, je vais dîner chez Jean et je lui amène en cadeau ce magnum. Et comme il revenait une quinzaine de jours plus tard déjeuner à la maison ou dîner, il a ramené la bouteille et nous n'avons jamais ouvert cette bouteille et malheureusement elle est chez moi dans un coin, je ne l'ouvrirai jamais. Ben, je te propose qu'on en ouvre une ensemble bientôt. Ah, deux même. Deux alors, d'accord. Oui, parce que bon... Un magnum, c'est 3, non? Non, c'est deux. Non, quand c'est le champagne, alors il y a d'autres noms très bibliques. Jéroboam, etc. Le Salmanazar qui fait combien 6 litres, non? Oh, plus que ça. Plus ça, oui. Alors, Pierre Tchernia, vous voilà donc en quelque sorte responsable d'une partie importante de la santé publique, puisque les statistiques attestent que les seniors sont particulièrement menacés par des épidémies grippales. Absolument. Comme on dit maintenant, parce que tu as remarqué qu'on ne dit plus jamais oui, on dit absolument ou tout à fait. Oui, généralement on dit tout à fait ou absolument quand le journaliste qui pose la question s'est mal comporté et qu'il a inclus des éléments de réponse dans la question. Ce qui est d'ailleurs un mauvais tour à jouer aux personnes qu'on interviewe. Non, mais ce qui est important, c'est que vous prêtiez votre popularité et votre talent à une cause qui est une cause à la fois simple et importante. Hein. Tout à fait importante. D'ailleurs, la sécurité sociale rembourse aux plus de 65 ans, dont je fais partie et je m'honore. C'est pas vrai. Oui, il rembourse l'achat. Monsieur il rembourse pas l'achat, on l'a gratuitement, qu'est-ce que je raconte? Ben oui. Monsieur Tchernia, vous me faites ma piqûre? Ah, bien sûr. C'est Castelli. Mais... Et lui, il a plus de 65 ans, mais de métier. Oui, 65 ans de métier. Sans compter les matinées. 65 ans de succès. Bon, ben merci Pierre Tchernia et bravo d'aider les seniors. Il y a plein d'anecdotes sur cette cohorte exceptionnellement brillante de talents que vous aviez réunis autour de vous deux. Et puis des petites anecdotes sur les coulisses du showbiz dont nous demeurons extrêmement friands. Par exemple, c'est à propos de Régine et vous vous souvenez de ce passage, on vient de lui demander un autographe. Oui, elle arrivait à la maison, elle venait nous voir pour la première fois, elle demande notre étage et la concierge dit « Oh, mademoiselle Régine, oh ben ça vous montrez pas chez les Carpentiers sans qu'elle vous ait vu, elle vous aime tellement. Alors vous pouvez attendre une seconde. » Alors Régine dit « Ben oui, bien sûr. » Elle sort son stylo et arrive la sienne. Alors elle était un peu pétrifiée, elle dit « Mais elle dit, si vous saviez comme elle la voix dès que vous chantez, elle n'arrête pas, on ne peut pas la prendre. Il faut dire que la concierge de Maritie Génière est un personnage extraordinaire. Elle avait ses têtes. Oh oui. Elle aimait beaucoup Johnny Hallyday, par exemple. Elle aimait beaucoup Johnny, mais elle lui avait tout de même dit « Dites donc, vous n'avez pas dit au coucher de bonne heure. » Non, mais il y a plein de choses. Il y a des portraits, par exemple, un portrait époustouflant, parce que le personnage
était pas très talentueux, mais pas simple ni calme, celui de Claude François. Ah, j'ai rien rajouté. Hein. Ah oui. Je crois même que vous avez un peu enlevé. J'ai peut-être un peu gommé. La terreur, mais une terreur au grand cœur, Ah, mais finalement. absolument d'une générosité formidable, très très gentil. Maniaque, Et on a tout de même professionnel. nous sommes restés quand même brouillés pendant 2 ans. Enfin, ça consistait aussi, surtout dans les grands enfants, à faire faire à des artistes autre chose que ce qu'ils faisaient d'habitude. Parce que ce qui nous amusait, c'était notre fierté. Ah oui. Ah, j'ai pris un fou rire aux grands enfants avec Jacqueline Maillan et Sophie Desmarais, mais je ne pouvais plus m'arrêter. Je pleurais, j'étais plié en trois. Il faut dire que dans toutes les émissions d'aujourd'hui, on pique des morceaux des spectacles de Mariti et Gilbert. Ils sont jamais payés, hein. Et ça appartient à l'INA, ça appartient aux télé, ça appartient au réalisateur parfois. C'est le réalisateur qui a tous les droits. Ah ouais. Tous les droits. Ah oui. Oui. Et Mariti et Gilbert, des fois, on leur demande même pas. Ah mais non, il n'y a ni le droit de suite financier, ni le droit moral. Et encore, quand ils sont gentils, ils les citent. C'est-à-dire qu'on travaille tout le mois sur une émission, hein, on lui donne même son nom parfois, et puis c'est le technicien qui est venu une journée pour mettre tout en boîte qui en est le propriétaire. Voilà. Eh oui. Et puis on a des surprises. Un jour, j'ai vu toute une émission sur Dalida, j'ai calculé, il y avait à peu près 3/4 d'heure à nous, on n'était pas au générique. C'est un peu frustrant. Hein. Alors, vous racontez une histoire que certains connaissent, mais qui est irrésistible, sur Francis Blanche, qui était un nouveau fidèle et qui était un jour arrêté à la douane. Ah oui. Alors, il avait acheté un frigidaire. Il avait dit à sa femme, donne-moi vite une jupe. Alors, il lui dit, sors une jupe de ta valise et mets-la dans le coffre. Alors, elle met là, et puis, il est arrêté, on lui dit, vous avez quelque chose à déclarer. Oui, mais il y a de la glace sous la jupe de ma femme. Alors, on dit, oh, ben, passez donc, Monsieur Blanche, vous nous faites rire, mon Dieu, vous êtes rigolo. C'est quand même un type très étonnant, hein, que Francis Blanche. Francis Blanche, il avait une voiture, une grosse voiture américaine. Avec 2 réservoirs, hein. Alors, c'était incroyable. On attendait, place des Vosges où j'habitais, il y avait Annie Girardot, Delphine Seyrig, Samy Frey, et puis je ne sais plus qui d'autre. On attendait que Francis rentre sa voiture dans notre garage, parce qu'il a cogné partout, et il avait 5 ménages. Alors il mangeait 5 fois. Alors il nous racontait comment il avait été voir ses femmes. Oui. Alors il prenait l'entrée de chez une, le milieu chez l'autre. Il avait des enfants partout. Et il avait des placards dans chaque appartement avec exactement les mêmes vêtements. Oui. Il avait une fille qu'il avait prénommée Berthe. Mais il était généreux et adorable et drôle. Oh, drôle. Écoutez, là, ce que cite Mariti Carpentier, là, ça se passe sur le plateau de la télévision. Il est en train de fumer la pipe et un pompier arrive en lui demandant de l'éteindre. Et il lui dit, ben, si vous n'aimez pas le feu, vous devriez changer de métier. Au bout du fil, Jean Dutour. Bonjour, Jean. Je m'appelle Jean. Oui, non, parce qu'il est paumé dans ses fiches, il ne sait plus qui l'a au téléphone. Non, c'est Jeannot. Jeannot. Jeannot, le quoi? Ou permettez-moi le vocatif que vous méritez, maître. Oh, c'est bien, ça, c'est très gentil. Madame Brémond demande pourquoi l'abbé Seyès, qui était membre du Directoire, voulut-il faire fusiller Bonaparte à son retour d'Égypte en 1798? Parce qu'il voyait tout de suite que Bonaparte voulait lui prendre sa place. Sûrement, ça c'était le vrai motif, mais quel était le prétexte avoué pour réclamer ce châtiment exemplaire? Le coup d'état de Brumaire, évidemment, non? Non. Une histoire de femme? Non. Parce qu'il avait pillé? Non. Enfin, parce qu'il était revenu sans autorisation de sa campagne d'Égypte. Alors, c'est vrai qu'il a pris sur lui de revenir, parce que je crois que il voulait mettre un peu d'ordre dans les affaires de la France et dans celles de Joséphine. Bien sûr. Et dans les siennes aussi. C'est qu'elle était gourmande, la cochonne. Mais, en ne demandant pas cette autorisation, il avait enfreint un règlement. Ben, il était déserteur. L'autorisation de quoi? De s'en aller. De s'en aller? Non. De revenir. Non. En revenant, il a enfreint ce règlement français. Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire là. Eh bien, il n'a pas satisfait à une obligation que l'on avait à l'époque et qu'on a encore parfois d'ailleurs, lorsque on revient d'un long périple. Ah, la quarantaine. La quarantaine. Oui. Exactement. Il n'avait pas attendu 40 jours pour débarquer. Gaillot a voulu le faire fusiller pour ça? Eh oui. C'était une bonne réponse de Jean Dutour.
J'ai joué dans une pièce de Madame Carpentier. C'est vrai? Oui. Une pièce qui s'appelait « Retirez votre main, Maurice, je suis catholique pratiquante ». Monsieur Castelli est toujours égal à lui-même. Oui, c'est-à-dire à zéro, hein, pour l'instant. Hein, il baisse beaucoup, vous savez. Reprends du gâteau de riz, Pépé. Mais il a des souvenirs de sa vie artistique qui nous passionnent toujours. Oui. Ah, oui. Deuxième question, Jean Dutour. Elle vient de Sarthe-l'Espas, où habite Monsieur Latré. Comment la fille du marquis de Sombreuil obtint-elle la grâce de son père sous la Révolution? En buvant un verre de sang devant les bourreaux. Exactement. Elle a bu un verre de sang devant les sans-culottes. Oui. Pas le sang de son papa, c'était un... Non, c'était un verre comme ça, voilà. Histoire de rigoler. Voilà. Parce qu'il y avait des verres sur le... Il y avait des verres, oui, pour un vin d'honneur, et là c'était un stand d'honneur. Pourquoi on l'a gracié? Si on buvait le verre de sang, on était gracié? Non, mais ça les a épatés. Ils se sont dit, ça c'est quand même une môme qui a les couilles au cul. Vous avez répondu aussi brillamment à la deuxième question qu'à la première. Bravo et merci Jean. Merci de vous Mais avant, on luttait contre la tuberculose au 19e, oui. et les gars ils allaient aux abattoirs. On buvait du sang de cheval. Du sang de cheval, oui. Attendez, ça c'est un usage qui remonte à la Rome antique où le public se précipitait dès qu'un gladiateur avait été tué pour faire des mouillettes avec son sang, parce que ça avait des propriétés revigorantes. Hein. On fait ça avec du sang de poulet. Ah oui. La sanquette, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Et on fait du boudin avec du sang de cochon. Le boudin, c'est bon, hein, quand même. L'ennui, pour pas que ça caille, il faut mettre sa main dedans et agiter. C'est pendant qu'on saigne le cochon. Ça dépend si vous servez sous une croûte. Mais non, faut pas faire ça. Il faut quand même, quand vous voulez travailler le sang, il faut qu'il soit frais. Ou alors vous mettez une petite goutte de vinaigre dedans. Ah oui. Ou alors vous agitez la pâte. Même pour le sang humain, ça, il faut bien agiter le bras pour que le sang sorte selon l'endroit où est la blessure. Tu as déjà tué des cochons, toi? Ah oui. Non, mais il a son brevet de secours. Ah oui. Non, bien sûr, j'ai tué des cochons, c'est formidable. C'est horrible la mort du cochon. Pas du tout. Oh, non. Ah, pas du tout. Alors là, voilà, encore un lieu commun. Attendez, les cris sont déchirants. Mais il n'y a pas de cris du tout, qu'est-ce que vous racontez? Pas l'ombre d'un bruit. Pas l'ombre d'un bruit. Ça devait être un vieux cochon que vous avez tué. Non, monsieur, c'était un cochon qui faisait 230, 250 kilos. Ah, monsieur. Je me souviens très bien, c'était un petit charcutier extrêmement rablé, très costaud. Il avait une massue. Et alors, il se soulevait de toute sa force, de tout son élan, et paf, il donnait un coup sur la tête. Et à ce moment-là, le cochon surpris, fait inattendu de recevoir un coup de maillet sur la tête quand on est cochon. Surtout quand il est l'ami du charcutier. Il faut faire très très vite à ce moment-là, le cochon tombe et là craque. Et là vous lui mettez immédiatement une bassine sous la carotide et vous enfilez un immense couteau et à ce moment-là... C'est horrible. Mais pas du tout. Pas un bruit, je vous dis, c'est une merveille. Juste le murmure de sang qui tombe dans la bassine comme un léger... Et alors à ce moment-là, il y a un kidam, enfin une deuxième personne qui arrive et qui brasse le sang pour pouvoir tout de suite l'emmener à la cuisine et faire du boudin avec de l'oignon qui a été haché la veille ou le matin. Moi, j'ai fait tuer... Le pire, c'est le canard. Quand vous ratez le canard, on m'avait dit une fois qu'il fallait couper le cou du canard. Mais vous lui coincez d'abord les pattes dans les tiroirs de la commode. Non, ça c'était quand on était missionnaire en Afrique. Et alors avec une hache, on avait coupé le cou du canard sur un billon en bois où on coupait de petits bois pour mettre dans la cheminée et le canard m'avait échappé des mains et alors il avait foutu du sang sur tous les murs parce qu'évidemment il bougeait son cou comme ça et il avait du sang partout. C'était magnifique. Magnifique. Alors, grande cause, petits effets. Vous avez vu ce qu'avait dit Woody Allen quand il est passé par Paris. D'abord qu'il trouvait que Bush, qu'il n'aimait pas du tout, était un grand président. Alors qu'il avait écrit... Et ensuite que les attentats contre les gratte-ciel de New York allaient peut-être débarrasser le cinéma de tous les effets spéciaux débiles qui l'assombrissaient. Woody Allen, il fait des films chiants.
C'est normal. Oh, c'est pas vrai. Pas vrai. Ouais. Moi, je m'emmerde. Ah bah, bah alors, ça va. Toi, oui. Non, je m'emmerde à Woody Allen. Il y en a 3 que j'aime bien de lui. Les 3 comédies qu'il avait fait, Bananas, L'oseille et Tire-toi. Écoutez, Et il en fait un tous les ans, il y en a au moins un sur 2 qui vaut le déplacement. oui, tout à fait. Alors d'autres Sinon- séquelles qui sont imprévues et toujours artistiques de cet effroyable attentat. Arnold Schwarzenegger qui a reporté la sortie d'un film qui offrait une parenté de scénario avec l'attentat. La fille de Colin Powell, le secrétaire d'État de Bush, qui est comédienne et qui devait jouer à Londres, elle a déclaré forfait pour des raisons de sécurité. Et toutes les vedettes américaines qui se sont réunies pour réunir 150 millions de dollars pour les victimes et leurs familles. Et simplement, on n'a pas accepté la collaboration de Michael Jackson. Ah bon? Non, parce que ça, on avait peur qu'ils se mettent en valeur davantage que les victimes. Ah. Faut dire que c'était aussi une victime, mais de la chirurgie, hein. Mais c'est très con, parce que s'il pouvait amener 50 millions de dollars, c'est un peu con. Il y avait déjà une belle affiche sans lui. Ah oui. Moi, j'ai vu. Et Jean-Pierre Foucault, il fait la même chose, là, sur TF1. Il y a un grand gala qui se prépare avec des sportifs, des artistes, et que tout ça va être versé à Toulouse. Ah, c'est bien. Oui, bien sûr que c'est bien. Alors, ça devrait être il y a à New York Bon, et dans toutes les villes des États-Unis des salles de défoulement. C'est-à-dire que les gens qui sont malheureux en ménage ou brimés dans leur entreprise, comme au Japon, prennent des carabines de location et tirent sur des cibles. Ah, et maintenant, la cible, c'est la tête d'Oussama Ben Laden, qui a remplacé toutes les autres. Au Japon, ils ont ça dans les entreprises. Ils ont un truc de défouloir, ils peuvent taper sur les effigies du patron et tout ça. Après, ils reviennent et ils disent, oh, bah, ça va mieux. Moi, quand j'étais môme au lycée, j'avais mis la photo du proviseur dans le trou des toilettes. On pissait sur le proviseur. C'est pas nouveau, hein. Bon, chacun a l'arme qu'il mérite, hein, monsieur Perroni. Oui, mais on était jeunes, vous comprenez. On n'avait pas beaucoup de moyens. T'étais bon élève, toi? J'étais moyen, pour pas qu'on m'emmerde. Peut mieux faire. Voilà. Au bout du fil, l'auditeur du jour, c'est monsieur Raymond Jaillet-Hénon, qui est pharmacien honoraire à Lyon. Monsieur le pharmacien, est-ce que vos occupations professionnelles vous ont laissé le loisir d'écouter les grosses têtes quand vous étiez encore en exercice? Ah ben, bien sûr, vous avez enchanté mes après-midi, même à la pharmacie, où je demandais entre deux clients que l'on veuille bien s'en occuper, et j'allais vous écouter. Et puis, je riais tellement, parce que vous m'avez fait rire, hein, que heureusement, à côté, il y avait un certain petit endroit où j'avais le temps d'aller m'exprimer, parce que je ne pouvais plus tenir le coup. Ah oui. Les suppositoires étaient en bon état, dites donc. On en raconte des vertes et des pas mûres. Hein. Ah oui, mais c'est délicieux. Ça, alors là, vraiment, les grosses têtes. J'ai souvent des copains qui me disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries que t'entends? Moi, je dis, mais vous n'y comprenez rien du tout. Voilà, écoutez, merci de nous avoir fait entendre dans le cadre d'une profession libérale importante, et peut-être d'ailleurs que ça soulageait vos clients de rire de temps en temps, puisqu'il paraît que le rire est une thérapie. Vous y croyez, vous, au rire thérapie? Ah oui. Mais pas pour toutes les affections, quand même. Pour celle du cœur. Bon. Merci, monsieur le pharmacien. Les grosses têtes, Philippe Bouvard. Madame Beauvais, du Mans, demande à Pourquoi elle n'est pas de Beauvais? Ça pourrait être Madame Dumont de Beauvais. Ouais, alors pourquoi elle n'est pas Dumont? Bien sûr. Mais le plus, vous m'expliquez pourquoi, quand on s'appelle Beauvais, on ne trouve pas un appartement à Beauvais. C'est comme Madame Riette de Beauvais, ça serait ridicule. Henriette Dumont, ça serait Henriette mieux. Dumont, c'est mieux. C'est mieux. Ouais. Bon, enfin, écoutez, on n'est pas là pour faire le procès de cette dame. On mais fait pour pas le procès, on dit pourquoi elle s'appelle Beauvais et qu'elle habite au Mans. Pourquoi vous dites qu'on fait un procès? Il n'y a pas du tout, il n'y a pas de... Attention, on fait uniquement comme ça. Mais non, mais vous Jean-Pierre et êtes moi, nous sommes terrible, étonnés, franchement. Vous nous comme ça. prêtez des attentions qu'on n'en a pas du tout. Bien sûr. Madame Paris de Marseille, c'est aussi bête. Mais tais-toi donc un peu. Oh, ta gueule, pépère, hein.
Eh oui. Non, mais on est quand même libre, il faut dire ce qu'on veut. Tout à fait libre. Bon, alors on peut s'étonner que Madame Le Mans habite à Beauvais alors qu'elle pourrait habiter à Beauvais. Alors que Madame Saint-Michel-Dumont, ça, on comprendrait. Non, c'est le genre de réflexion qui donne à penser, qui fait progresser le niveau culturel de l'émission. Quand on parle pas de culture, on parle géographie, là. Pourquoi Madame Beauvais et Dumont? Il faut bien le savoir, ça. Et vous dire, Madame Beauvais, elle vous souffle au trou. Mais c'est terrible, par ma voix. Oh, quelle tête est là? Oui. Madame Dumont. Je trouve que votre attitude est inqualifiable. Mais bien sûr. Parce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Vous vous substituez à la dame qui pose des questions pour nous insulter. Vous la faites pour vous aérer. Non, on est intégrant pour s'aérer nous-mêmes. C'est pas à moi que vous allez parler d'aérer par le trou quand même. Si ça, Madame Beauvais, Madame Beauvais, s'il vous plaît, retirez votre question et allez à Beauvais. Alors la voici quand même, sa question. Elle vient d'où? Voilà. C'est une question de Madame Souffle au trou de mon cul. Et vous savez qu'il y a une bourgade qui s'appelle Montcul. Ah oui, Montcul, c'est dans le Bas-Rhin, je crois. Non, c'est dans le Lot, Philippe. Mais faut passer par l'Aisne avant d'y arriver. Alors, à quoi, demande Madame Beauvais-Dumont, correspond... Non. Dites Madame Beauvais à ce moment-là. Les paires de cornes de buffle superposées qui ornent le fronton des maisons indonésiennes. C'est pour rappeler les ancêtres. Oui. Le nombre d'années de la maison. Non, c'est comme les totems dans d'autres peuplades. Non, pas tout à fait. Non, mais presque. Ce sont des maisons de famille. Oui. Et c'est pour honorer la mémoire. Alors, oui, c'est pour indiquer quoi? Qu'ils étaient chasseurs. Non. Ils avaient du bien. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Madame Beauvais pose cette question-là. Voilà. Franchement, elle nous est-ce qu'elle a des cornes de buffle? Elle nous amuse. Elle pose une question à laquelle on n'a pas On peut s'appeler Beauvais habituellement et poser des questions sur l'Indonésie. Mais est-ce qu'on lui demande si elle a des poudriettes et empilées sur sa porte, Madame Beauvais-Dumont? Vous ne voulez pas lui répondre? Mais attendez, on cherche. C'est l'hérédité, non, pour savoir combien de générations. Oui, exactement. Le nombre de générations qui ont habité la maison. Enfin, une bonne réponse et elle vient de Jean-Claude Brialy. Mais tu la connais, Madame Beauvais? Non, mais je connais Le Mans, parce que c'est à côté de la Flèche où j'étais en Britannique. Et tout compte fait, c'était une très bonne question de Très bonne. Beauvais, elle avait raison. De Mme Dumont qui habite Beauvais. Tu l'as assez emmerdé. Elle est sympa, Madame Beauvais, moi. Tu l'as assez emmerdé avec tes conneries. Dans l'Est, avant, pour savoir la richesse des gens, on mettait le torche-fumier devant la porte. Oui. À Strasbourg, ils sortent leurs saucisses. Et sur le parvis des églises, pour pas que les mouches aillent sur la mariée. Oui. Ah ben c'est Marie-Pierre Carpentier est effondrée. Vous savez, regarde désespéré. Effectivement, ça a beaucoup changé. Simplement, j'ai eu un tout petit malaise tout à l'heure, mais c'est passé, ça va maintenant. La cueillette des fraises à Plougastel, la mère et la fille est derrière la mère, et elles sont en train de cueillir les fraises, et la fille dit à la mère, ben maman, t'as pas mis de culotte, bah tu voudrais pas que les mouches me viennent sur la gueule. C'est reparti. On est dans Elle est au bord de l'asphyxie, il faut libérer Marie-Pierre. On peut pas dire que vous faites dans la dentelle, puisque cette dame n'a même pas de culotte. Jean-Pierre Coff, Philippe Castelli, Jean-Jacques Perroni, Jacques Maillot, Jean-Claude Brialy, Marie-Pierre Carpentier. Ça, c'est Jacques Nicholson qui s'est inspiré de Serge Gainsbourg, mais comme il avait plus de moyens que lui, la démonstration a pris beaucoup plus d'ampleur. Il avait donné une petite fête dans sa propriété de Beverly Hills. Bien. Non, peut-être le H un petit peu. Hills. Voilà. On voit qu'il a couché avec une Renault. Et puis il avait invité un prestidigitateur pour faire des numéros. Le prestidigitateur est pas venu. Alors il a lui fait un numéro pour divertir ses invités. Il a pris des liasses de 50 et de 100 $ et il les a achetés au feu. Comme il y avait là des journalistes qui lui demandaient pourquoi il faisait ça, c'était quand même une insulte à la misère humaine, il a dit
Vous savez, j'ai 64 ans et tellement d'argent que je pourrais jamais dépenser tout avant de mourir. Curieux quand même. À Toulouse. Et vous vous souvenez du billet de 500 francs brûlé par 15 jours? C'était sur 7. Première version avec Burga. Alors en principe, bon, le fisc doit vous soulager dans ces cas, hein, quand on a trop d'argent, il arrive et puis il prend sa dîme. Et à propos, il faut signaler l'initiative prise par le Fabius de Kuala Lumpur. Ah, il s'appelle comment? Malheureusement, il n'y a pas son nom, parce que je ne serais pas capable de... Oh, les vieux trucs pour pas dire. Oui, c'est marqué. Bon, d'accord, vous serez ridicule en disant ça, mais dites-le. Il s'appelle Monsieur Bernama. Voilà. Oh, bah, je Non, 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 il s'appelle Shafi Mochalet. Ah, bah oui, évidemment. Safi Mochalet. Alors, lui, Mochalet suisse, du reste. pour encourager les gros contribuables, à partir d'un certain chiffre d'imposition, et naturellement du paiement qui va avec, le gros contribuable reçoit un diplôme de héros national. Ah bah ça c'est bien. C'est pas mal ça, hein? Il les prend vraiment pour des cons, hein. Ça, alors là, le mec qui marche à ça, c'est vraiment le tocard, hein. Je prends mon modeste exemple. Bon, je paie des impôts depuis un demi-siècle. Et je n'ai jamais eu un jour de retard. Vous croyez que j'ai reçu une lettre pour me remercier une seule fois, pour me féliciter? Ou un petit mimi? Un petit bisou sur le front? Oui. Merci Fifi. Ça se bien. Jamais. En revanche, si vous avez 2 jours de retard... Ah oui, ils n'aiment pas. Tout de suite. On m'a rendu de l'argent. C'est pas vrai. 2 fois, oui. Ils ont cru que vous étiez mort, peut-être, non? Non, non, Il s'est pas compté. il s'était trompé. Et vous payez encore des impôts? Bon, oui, comme tout le monde. Sur les bonnes histoires que vous avez fourguées ici et là? Moi, je crois que les monuments classés, on avait le droit à des déductions. Ah oui. Oh, vous en prie, mais... Mais on le visite qu'une fois par jour, lui. Il fait plus beaucoup d'entrées, hein? L'hôtel Meurice, il temps en temps. Il a fait des sorties. Et qui paie la chambre au Meurice? Ah oui, au fait. La fait moi. Ah, t'as les moyens de payer une chambre au Meurice? Oh, bah, écoute, je t'en prie. Je crois pas que c'est au Meurice, je crois que c'est à l'hôtel Maurice qui a été tenu par son CRS. Maurice. Tu prends pas une suite, tu prends une petite chambre de bonne. Il n'y a généralement pas de suite, hein. C'est juste un débarras, et puis pour le lit, il change la paille tous les mois. L'hôtel Meurice où descendait Salvador Dali. Tout à fait, avec Amanda Lear. Avec Amanda Lear, avec toute sa cour d'ailleurs, et où il y avait, mais je crois que ça subsiste, un ascenseur extraordinairement décoré comme un salon. Tout à fait. Avec des bergères, des tableaux. Pour les vieux qui montent doucement. Tu as pris l'ascenseur, toi? Il n'entend pas. Le monsieur te demande si tu as pris l'ascenseur. Attendez, il faut que ça se remette en route, là. Non. Donc, j'ai descendu la cave, tu t'as même pas rendu compte. Il a combiné la même air sur les laveries. Elles sont très belles, les caves du Meurice. Ah oui? Oui. Mais vous savez, Jules Berry, qui n'avait pas beaucoup d'argent, le patron de Georges V, c'était à l'époque M. André, il lui avait donné une chambre à vie dans l'hôtel, il pouvait y aller, et quand il y avait quand il était saisi, on montrait aux huissiers une toute petite chambre au 8e étage du Georges V avec un grabat. On disait c'est là que le pauvre M. Jules Berry habite, à part qu'il buvait du champagne avec des femmes au premier étage. Alors, petit rectificatif, François André n'était pas le propriétaire de l'hôtel. Il n'était pas le directeur, simplement, comme Jules Berry perdait tout son argent dans ses casinos, c'est lui qui payait sa chambre pour être sûr que son client et ami ne soient pas à la rue. Vous connaissez l'histoire avec M. André. Il me dit, Jules Berry envoie un télégramme Il lui demande de l'argent. Oui, il lui demande de l'argent à Deauville, il lui dit, envoie-moi urgence 5000 francs, je le dirai à tout le monde. Et M. André lui dit, voilà 500 francs, ne le dis à personne. Dernière citation envoyée par M. Rapin, qui a dit « Certaines actrices tiennent le haut du pavé, elles n'ont eu qu'à descendre du trottoir. » Oh là. Des proches. Non. C'est quelqu'un que vous avez connu, Mariti Carpentier, que Jean-Claude Brialy a bien connu aussi. C'est quelqu'un qui, d'ailleurs, a terminé une carrière brillante à l'Académie française, mais qui aujourd'hui est un peu dans le purgatoire.
Il est mort. Ça, c'est pas Sacha Guitry. Non, il est mort. Non, mais il n'a jamais été à l'Académie Ah oui, c'est vrai. française. C'est Marcel Achard. C'est Marcel Achard. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine fois. Les grosses têtes Philippe Bouvard vous remercie de votre écoute. Les grosses têtes de Philippe Bouvard, tous les jours de 16h30 à 18h, c'est sur RTL.